bonsoir. Permettez-moi d'abord d'excuser Philippe Sabot dont le train a du retard et donc qui nous rejoindra sans doute d'ici une demi-heure. Et puis de saluer et de remercier Mathilde Vallespire. Bon, Philippe Sabot est professeur à l'Université de Lille et Mathilde est professeure à l'Université d'Arras. Donc il y a là un bataillon de professeurs du Nord qui viennent à Paris pour la présentation donc de ce livre, Le style des philosophes, qui est finalement un assez gros livre, ce qui s'explique peut-être parce que c'est le fruit d'un travail de plus de 25 années. Encore d'ailleurs, n'est-ce que la moitié de l'ouvrage qui est prévu. J'espère qu'il pourra y avoir un deuxième tome. Plus de 25 années donc, parce que si je cherche ce qui a été au fond le projet initial, je suis amené à remonter à mon élection au Collège international de philosophie en 1989, où j'avais été élu pour une direction de programme dont le thème était le mode de légitimation des énoncés philosophiques. Pourquoi une telle formule, le mode de légitimation des énoncés philosophiques? Eh bien, parce que pendant mes années d'études, j'avais suivi les cours de Martial Guéroult, historien de la philosophie très connu, et que, comme beaucoup de gens de ma génération, j'étais formé à l'école de ce que j'appellerais l'école structurale d'histoire de la philosophie, représentée par des gens comme Guéroult, Patron, Villemin ou Victor Goldschmidt. Et cette histoire de la philosophie était indexée, comme vous le savez sans doute, à la notion de système, c'est-à-dire que les philosophies étaient considérées comme des systèmes, et nous aussi, en tant qu'étudiants, nous ne jurions que par le système. Cette notion, évidemment, s'est révélée tout à fait opératoire et a donné lieu à des travaux tout à fait remarquables en histoire de la philosophie. Mais ensuite, quand j'ai été amené en tant que professeur, en partie en classe préparatoire, à procéder à l'étude très précise de textes, c'est-à-dire d'œuvres suivies, je me suis rendu compte que les œuvres se présentaient comme des dispositifs argumentatifs beaucoup plus riches, plus différenciés, plus subtilement hiérarchisés que ce que pourrait donner à entendre la focalisation guéroultienne sur ce qu'il appelle la technologie de la preuve. C'est-à-dire que se représenter les philosophies comme des systèmes, c'est en avoir une approche tout de même plus ou moins déductive et penser qu'il suffit finalement de rechercher quelles sont les prémices, quels sont les premiers principes, se donner un corps de définition et qu'au fond, le système se construirait tout en se déduisant des principes en question. Or, quand on regarde les œuvres réelles, c'est-à-dire les œuvres effectivement publiées, parce que le système, au fond, il est une supposition et une reconstruction. Quand on a affaire aux œuvres réelles, on s'aperçoit qu'il y a des démarches argumentatives qui sont plus complexes que ce que donne à penser une vision purement démonstrative. Ces modes d'argumentation ne sont d'ailleurs pas susceptibles d'un traitement purement logiciste, l'auteur pouvant à l'occasion recourir à des métaphores, adopter la forme du dialogue, recourir à des fictions ou insérer des fictions dans son propos. Il en résultait du même coup un nouvel éclairage sur ce qui distingue les œuvres entre elles, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement de comparer système à système, comme c'était d'ailleurs un peu la mode à l'époque. Il suffisait au fond, face à un système, de se dire qu'en modifiant le corps des principes ou en changeant des définitions, on obtiendrait ipso facto une nouvelle doctrine. Prenez, je ne sais pas moi, la doctrine de Hobbes dans le Léviathan, vous modifiez votre concept de la naturel, vous modifiez votre concept d'état de nature et vous obtenez bien soit Locke, soit Spinoza, ou encore en modifiant Locke, vous obtenez Rousseau, etc. Ça donne d'ailleurs de bons résultats. Des travaux de Victor Goldschmidt, d'Alexandre Matron, ou même de Christian Lazzeri, qui a à un moment travaillé dans cette optique comparatiste, en témoigne. Mais quand on est obligé de se tenir au plus près des œuvres, comme c'était mon cas, en tant que prof de Cagne, je me trouvais confronté à une expérience toute différente. En effet, quand pendant un an, vous êtes amené à travailler un texte, disons le discours de métaphysique de Leibniz par exemple, vous vous apercevez et que vous devez en plus pour l'oral préparer des textes de l'ensemble, pris dans l'ensemble du corpus, pendant un an, vous philosophez à la manière de Leibniz. Si je puis dire, vous devenez leibnizien. Vous difficilement enseigner un auteur sans, d'une certaine façon, faire corps avec sa doctrine et penser le plus possible à sa manière.
Donc on philosophe à la manière de Leibniz pendant un an. Puis, par la vertu d'un changement de programme, vous avez par exemple l'enquête sur l'entendement de Hume à enseigner, vous êtes devenu, pendant un an, humien. Vous devez tout reconsidérer dans l'esprit de Hume. Or, on se rend compte à ce moment-là que tout change, pas seulement le corps des axiomes ou les définitions, mais la manière d'argumenter, le style de ce que Hume appelle par exemple en anglais reasoning, la façon de raisonner, le type d'exemple mobilisé par un auteur, les domaines de référence, le type d'évidence ou de donation sur quoi il entend faire fond pour asseoir et pour valider son propos, le type de recours ou non à la fiction, la forme, systématique ou non, du mode d'exposition. En ce sens, la notion de système ne permettait pas, si je puis dire, de prendre en charge toutes ces dimensions qui font qu'on a vraiment une manière de philosopher qui change du tout au tout. Mais le plus frappant, c'est qu'une telle différence dans la manière de philosophie pouvait, dans certains cas, concerner un philosophe déterminé lui-même. Et pour cela, Hume a été pour moi un exemple très parlant. J'avais été amené pour l'agrégation à travailler sur le traité de la nature humaine, où la philosophie d'Hume a une forme clairement systématique. D'ailleurs, la forme traitée est la forme appropriée au système. Or, il se trouve que Hume, quand le traité a été publié, a constaté que c'était un échec. Comme il le dit, le traité est tombé mort-né de la presse. Et donc, il s'est dit qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas dans cette manière, non seulement de présenter, mais sans doute aussi de concevoir sa philosophie, c'est-à-dire de concevoir le mode d'argumentation qui permettrait au public d'entendre quelles étaient ses raisons. Et donc, au terme d'un travail qui a pris du temps, et je passe les détails, on a abouti à l'enquête. Et entre le traité et l'enquête, il y a un changement radical de manière de philosopher. Or, si vous pensez en termes de système, vous allez reconstruire le système humien en prenant dans le corpus, que ce soit le traité ou que ce soit l'enquête, peu importe, vous reconstruisez le système. Donc du coup, vous passez à côté de ce changement de manière. Par ailleurs, l'intérêt que j'avais pris en même temps à certaines philosophies hellénistiques, à des courants que j'appelais dominés dans l'histoire de la philosophie, le scepticisme, l'épicurisme, qui ne semblaient pas se prêter à la reconstruction en termes de système et qui demandaient d'aller voir plutôt du côté de gens comme Marcel Conche ou Pierre Hadot, me convainquaient de plus en plus qu'il ne fallait pas plus parler simplement ou exclusivement en termes de système, mais il fallait chercher à analyser au plus près la façon dont chaque philosophe légitime ses énoncés, les procédures à travers lesquelles il en vient à légitimer ses énoncés. Alors il se trouve que, élu comme directeur de programme, je l'ai dit au collège, je devais installer un séminaire que j'ai installé à Lille, et j'ai réuni des collègues de lycée, de classe préparatoire, de l'université. Je ne tenais pas à imposer mon propre propos, je ne voulais pas un séminaire où je délivrerais ma propre parole ou exposerais ma propre recherche. J'ai demandé aux gens de déterminer ensemble ce que pourrait être l'objet de ce séminaire. Et une collègue a dit, moi ce qui m'intéresse, ce serait de poser la question, comment lisons-nous? Je me suis dit, au fond, c'était pas une mauvaise façon de travailler ensemble, on allait croiser nos lectures de certaines œuvres, et j'y retrouverais de toute façon, tôt ou tard, les questions qui m'intéressaient. De la lecture, nous sommes passés très vite à la question de l'écriture, car définir un protocole de lecture commun et rigoureux suppose de se demander comment les textes, non seulement sont écrits, mais comment les textes s'écrivent, c'est-à-dire le procès d'écriture, de composition et d'engendrement de l'œuvre, ce que j'appellerais, en reprenant une expression à Lefort, le travail de l'œuvre, donc l'analyse des formes et même du procès de l'écriture, sa dimension que je me plais, en reprenant un terme de Valéry, à appeler poétique. Mais aussi, du même coup, ça permet d'avoir une approche différentielle plus subtile. L'analyse fine des formes d'écriture révèle manifestement, chez les philosophes, des différences de style. Nietzsche n'écrit pas comme Kant, Hume n'écrit pas comme Hegel, c'est un truisme. Mais les difficultés commencent quand on prend la peine de faire de ce truisme un véritable objet d'étude. C'est donc un travail qui s'est poursuivi pendant 3 ans sur des textes comme le Cratyle de Platon, sur les pensées de Pascal, etc. Et puis au bout de 3 ans, j'ai vu arriver au Collège international de philosophie un garçon que j'avais vaguement croisé avant, mais que je ne connaissais pas plus que ça,
qui s'appelait Frédéric Cossutta, et dont la démarche m'est apparue à certains égards extrêmement proche de la mienne, tout en étant indexée à une discipline dont j'ignorais tout, l'analyse du discours, qui est une discipline fondée en particulier en France par Dominique Magnaud, mais aussi cofondée pour ce qui concerne le discours philosophique par Frédéric Cossutta. Une discipline qui met l'accent sur la philosophie comme discours plutôt que comme texte, mais en même temps, c'est un travail qui se tenait, lui aussi, au plus près des œuvres, en vertu de l'accent mis par Frédéric Cossutta sur la corrélation entre ce qu'il appelle forme du contenu et forme de l'expression. J'ai donc décidé de suivre le séminaire de Frédéric Cossutta, qui a eu la bonne idée de le poursuivre pendant 6 ans au collège, et puis une fois, puisque les directions de programme durent 6 ans, une fois qu'il a eu quitté le collège, il s'est dit que ce serait bien de pérenniser ce séminaire, ce qu'il a fait en lui donnant un nom. C'est devenu le groupe de recherche sur l'analyse du discours philosophique, le GRADPHI. Alors je tiens à évoquer le GRADPHI, non seulement parce que ça a joué un rôle fondamental dans l'écriture de ce livre, mais surtout parce que c'était le lieu d'une authentique pluridisciplinarité. C'est un mot qui est à la mode depuis des décennies maintenant, la pluridisciplinarité, mais on en parle plus volontiers qu'on ne la pratique. Or là, il se trouve que le séminaire réunissait des linguistes, il y a eu un sociologue à un moment, un sémioticien, que j'ai l'honneur de saluer, des analystes du discours, des philosophes, un philosophe qui travaillait plus expressément sur l'interface philosophie-littérature, Bruno Clément, des stylisticiens et stylisticiennes qui l'ont rejoint plus tardivement, mais que j'ai le plaisir de saluer en la personne de Mathilde. Voilà. Alors, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une pluridisciplinarité réelle. En plus, le travail s'est poursuivi sur 2 plans, un peu dans le même esprit que j'avais pratiqué à Lille, c'est-à-dire d'abord des lectures collectives et croisées d'œuvres déterminées. Nous avons travaillé sur le possible et le réel de Bergson, sur Éperon de Derrida, sur un texte de Lévinas, etc. Mais en même temps, en consacrant certaines années de travail à des formes déterminées, comme le dialogue, comme la fiction, comme les formules philosophiques, en allant donc chercher dans tout le corpus ce qui permettait de traiter le statut du dialogue philosophique, le statut de la fiction dans le discours philosophique, etc. À partir de là, j'ai pensé que mon travail, lui aussi, devait se poursuivre sur plusieurs plans. C'est-à-dire, d'un côté, multiplier des travaux, je dirais presque empiriques, sur un certain nombre d'œuvres. Et donc, j'ai multiplié ce que j'appellerais les études de cas. Donc, vous verrez que dans l'ouvrage, il y a des choses qui portent sur Descartes, sur Hume, sur Marx, sur Nietzsche, sur Sartre, sur Derrida. Et d'ailleurs, le 2e volume aura également des études qui portent sur Kant, sur Hegel. Ça couvre donc un champ assez large, mais bien sûr, on ne peut pas être exhaustif. Ça me permettait d'avoir des études empiriques suffisamment variées pour les associer en même temps, à l'exploration d'objets théoriques déterminés. C'est-à-dire que je voulais moi aussi, dans le cadre du GRADPHI, voir ce que donnait l'étude de la forme dialogue chez Platon, l'étude de la forme dialogue chez Hume, par exemple. J'ai consacré une étude donc au dialogue sur la religion naturelle, au statut de la fiction, en particulier dans l'imitation de Descartes, aux formules philosophiques. Bref, être dans la même logique qui était celle, au fond, du GRADPHI. Mais d'autre part, étant dans un contexte pluridisciplinaire, je me suis dit qu'il fallait aussi que je m'explique avec les différentes disciplines qui étaient représentées dans le cadre du GRADPHI, pour essayer de comprendre quels étaient les apports, mais peut-être aussi les limites, de chacune de ces disciplines dans son approche du texte philosophique. Pour autant que ces disciplines sont susceptibles de s'intéresser au texte philosophique, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on consulte les travaux des stylisticiens, à quelques rares exceptions près comme Mathilde, même d'ailleurs, à part Frédéric Cossutta, quand on considère ce qui se fait dans le cadre du discours, les textes philosophiques sont rarement pris pour objet. C'est un corpus sans doute trop restreint et trop technique. Donc là, il y avait tout un travail à faire pour voir ce que chacune de ces disciplines pouvait apporter. C'est ce qui a donné finalement la composition du livre. C'est-à-dire que je me suis dit, dans une première partie, il faudrait passer en vue ces différentes disciplines pour voir comment elles étaient susceptibles d'approcher le texte philosophique, ce qui en elles me paraissait précieux
et ce qui me paraissait devoir être dépassé, hein, en mettant plus l'accent sur ce que j'appelle plus proprement l'analyse textuelle. Alors, j'ai dû bien sûr m'expliquer, dans la première partie du livre qui comporte 6 chapitres, m'expliquer d'abord avec l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire revenir sur l'école structurale française d'histoire de la philosophie, voir ce qu'il en était de son rapport au texte. Et donc, ça a pris la forme d'une discussion, en particulier une comparaison entre le travail de Bouillet et le travail de Guéroult, où j'ai essayé de montrer en quoi, chez Bouillet, on était très proche quelquefois, salut l'arrivée de Philippe, très proche quelquefois d'une analyse textuelle, mais pour quelles raisons Bouillet, peut-être aussi pour des raisons qui tiennent à l'époque, les disciplines d'analyse du texte à l'époque de Bouillet étaient faiblement constituées, mais il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes chez Bouillet, que donc j'essaye de mettre en évidence, tout en pointant les moments où sur Pascal, par exemple, il est sur le point de procéder à une véritable analyse textuelle, mais il s'arrête. Dans un deuxième moment, j'ai éprouvé le besoin de m'expliquer avec l'herméneutique, qui est quand même un courant extrêmement puissant, hein, qui alimente énormément, en tout cas dans le champ de la philosophie, qui sous-tend souvent les méthodes de lecture et d'approche des textes. J'ai procédé donc, reprenant la question initiale qui était comment lisons-nous. Donc j'ai posé la question, peut-on vraiment lire sans interpréter, c'est-à-dire sans reprendre le modèle herméneutique de la lecture. Je procède à une critique là de ce que j'appelle la vulgate herméneutique qui s'est développée en particulier à partir des travaux de Gadamer, et je prends plutôt le parti de l'herméneutique critique, représentée par des gens comme Christian Berner et Denis Toire, par toute une école qui s'est développée à Lille, en rapport aussi avec les travaux de Bollac. Voilà, je ne vais pas trop détailler ces différents points, je me suis ensuite expliqué très amicalement avec l'analyse du discours, en essayant de plaider les droits d'une analyse textuelle en complément de l'analyse du discours. Il a fallu ensuite s'expliquer avec cette discipline compliquée qu'est la stylistique, où j'ai découvert à quel point les gens qui travaillent en stylistique sont mal à l'aise avec la stylistique elle-même, se demandant si c'est une discipline dont le paradigme épistémologique est réellement solidement constitué. Beaucoup de stylisticiens considérant que ce qu'il y a de scientifique dans la linguistique, c'est en fait de la linguistique. Donc j'ai dû m'expliquer avec ces problèmes propres à la linguistique, avec la style elle-même, qui est une catégorie aussi que souvent les stylisticiens prennent avec beaucoup de précaution. Et j'ai donc essayé de plaider le programme de ce que j'appelle plutôt des études de style, dans la foulée un peu de Léo Spitzer, enfin sur le modèle un peu de Léo Spitzer, voire des études que j'appellerais même plutôt aujourd'hui rhétorico-stylistiques, parce qu'en effet, quand on travaille des textes philosophiques, on est frappé, en tout cas pour tous les classiques, on est frappé par la prégnance de certaines formes, certains modèles rhétoriques, voire de certaines figures de rhétorique. Et donc, il y a un moment, je me suis dit, il faut que je m'explique aussi un peu avec la rhétorique. Et je le fais par un biais singulier sur lequel on reviendra sans doute, à partir des questions que posera peut-être Mathilde, par le biais d'une réflexion sur la notion de figure de pensée. Voilà, ça c'était la première partie. J'évoque rapidement la deuxième, où là je réunis des études qui portent sur des auteurs déterminés en les regroupant sous un item qui est philosophie-littérature, parce que réfléchir sur le dialogue et la fiction, c'est du même coup s'expliquer avec cette question un peu rebattue qui est qu'est-ce qui distingue au fond un texte philosophique et un texte littéraire. Bon, ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble. Et la troisième partie regroupe un certain nombre d'études qui tournent autour de la question de savoir s'il existe une écriture spécifiquement philosophique. C'est-à-dire qu'on reproche souvent aux philosophes de ne pas être assez attentifs au fait qu'ils écrivent à la question de l'écriture. C'est un des reproches, par exemple, que fait Bruno Clément, en partie à juste titre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'écriture philosophique passerait entièrement du côté de l'objet d'une analyse littéraire, qu'elle serait une écriture de type littéraire. La question me paraît, à mon avis, devoir être posée de ce qui qualifie spécifiquement une écriture philosophique, et c'est l'objet avec lequel j'essaie de m'expliquer dans la dernière partie. Voilà, j'ai déjà été un petit peu long. Voilà en gros l'objet et la composition de l'ouvrage que Philippe et Mathilde ont eu la gentillesse de lire, ils ont du mérite. Et alors je ne sais pas dans quel ordre vous passez la parole.
Peut-être d'abord Philippe, puisque les questions portent plutôt sur le début du livre. Oui, alors, si ça ne te prend pas trop déboté. Non, je Et suis puis ensuite Mathilde. Parfait, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas pu assister au début de la présentation, mais bon, j'ai retrouvé le fil du livre dans ce qui était dit. Alors effectivement, peut-être que pour entamer cette discussion, je voudrais poser des questions sur les premiers chapitres qui posent un petit peu cette espèce d'étayage épistémologique avec les explications successives que tu proposes, et commencer peut-être par la question de l'histoire de la philosophie, donc avec cette confrontation que tu organises entre Gouhier et Guéroult. Gouhier, comme tu viens de le rappeler, qui s'arrête un peu en chemin, qui est sur la voie mais qui ne va pas assez loin, et Guéroult qui pêche, on pourrait dire, par systématisme, et qui du coup rend difficile une approche stylistique telle que tu la proposes. Alors, en fait, j'ai une première question sur ce premier chapitre, et sur cette dimension d'histoire de la philosophie que tu évoques, qui serait la question de savoir ce que signifie au fond ce que tu proposes sous le thème comparer des types ou des styles de méthodes plutôt que des systèmes purs, pour disons ne pas verser dans la démarche de Guéroult. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que tu pourrais déterminer ce que sont ces types de styles d'argumentation sans que, au fond, ces styles soient eux-mêmes des structures générales. C'est-à-dire est-ce qu'en allant jusqu'au type de style, on ne retrouve pas une forme de généralité et de structure telle que Guéroult l'envisageait à travers son analyse des systèmes. C'est une première question. Alors je pose tout de suite la suivante pour prolonger. C'est une question qui porte plutôt sur la deuxième dimension dont tu parlais juste quand je suis arrivé, où tu proposes de lire sans interpréter, en proposant finalement comme alternative à une sorte de proposition herméneutique l'explication de texte. Et alors là, la question que je me suis posée, c'est au fond, quand tu dis que le travail de l'explication diffère du geste de l'interprétation, et qu'il se présente comme même le dispositif inverse, donc il y a vraiment une inversion, un retournement. L'explication, c'est l'inverse de l'interprétation. On pourrait se demander en quoi consiste exactement ce dispositif, et comme tu le présentes toi-même comme un décapage patient des couches de signification, ou de la couche des significations, est-ce que ce décapage ne présuppose pas lui-même une certaine interprétation de ce qui relève du texte lui-même et de ce qui relève de ses surcharges interprétatives? Et donc la question, au fond, un petit peu dans l'horizon de celle-là, c'est est-ce que l'explication ne revient pas à une forme d'interprétation? Et comme tu dis toi-même que tu favorises, disons, dans le champ des herméneutiques, une certaine, tu privilégies, disons, une certaine posture qui serait celle de l'herméneutique critique. Est-ce que l'explication revient à une forme d'herméneutique, ou est-ce que vraiment c'est un dispositif inverse? Et donc, voilà, la question serait aussi celle du critère, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de savoir si une lecture est plus explicative qu'interprétative, comment, dans l'analyse concrète d'un texte philosophique, on peut distinguer ces deux dimensions. Et peut-être une troisième question pour prolonger ces deux premières. Finalement, la démarche qui est la tienne, elle vise à
donc définir cette stylistique, c'est tout l'objet du livre, hein. Donc évidemment, ça ne se limite pas à la première partie. Mais tu mobilises au cours de cette première partie des concepts que j'ai trouvé très intéressants et très stimulants pour renouveler justement le rapport au texte philosophique, le concept de poétique, le concept de stylistique justement, et le concept d'argumentation avec les styles d'argumentation. Bon. Et donc la question que j'aimerais te poser, c'est comment ces trois dimensions s'articulent-elles? Est-ce que la poétique concerne plutôt la genèse et la composition du texte, la stylistique, les récurrences et les singularités formelles, et l'argumentation, plutôt la structure logique? Est-ce que c'est de cette manière que les trois concepts se répartissent, disons, dans l'opération globale que tu proposes. La question complémentaire, c'est comment, au-delà de cette distinction finalement des strates, dans ce qui serait l'explication ou la mise au jour du style d'une pensée, est-ce qu'au-delà de ces différentes strates, tu pourrais rendre compte de l'unité de ces trois dimensions, poétique, stylistique, argumentation, dans l'analyse concrète des textes? Voilà pour des premières questions, j'en ai d'autres, mais elles sont déjà... Bon, elles sont déjà très importantes. Je ne sais pas si je pourrais, dans les délais qui sont impartis, y répondre de façon complète. Alors, je ne vais y répondre sans doute qu'à grands traits. Je dirais d'abord, par précaution, que ce livre conserve avant tout un caractère exploratoire. Je tente quelque chose. En dépit de la pression amicale de mon livre Ecosuta, je ne prétends pas construire une philosophie complète sur ce fondement-là. Mais en tout cas, ce que tu as perçu, et qui est indiscutable, c'est qu'en perspective, il y a quand même quelque chose qui serait d'ordre, je risque le mot, je l'emploie d'ailleurs quelquefois dans le livre, métaphilosophique. La grande difficulté ou la grande question à laquelle a été confronté Guéroult, c'est de savoir, quand on a décrit un certain nombre de systèmes, et Dieu sait qu'il s'attaquait à beaucoup de philosophes, est-ce qu'on peut faire une sorte de théorie générale des systèmes, une philosophie générale des systèmes, une philosophie des philosophies en quelque sorte, et comme vous le savez peut-être, c'était l'objet d'un livre qu'il avait gardé par devers lui et qui n'était publié qu'après sa mort, qui s'appelle La Dianoïmatique, livre que j'ai fait l'effort de lire et de travailler pour pouvoir écrire ce chapitre. Alors, en fonction de ces postulats, qui sont ceux d'une forme de supra-idéalisme transcendantal, Guéroult est amené à construire une métaphilosophie qui n'est pas très facile de s'approprier, mais qui n'est certainement pas la voie, me semble-t-il, qu'il convient de prendre. En revanche, lorsqu'on privilégie un autre aspect du travail de Guéroult, parce que quand même, Guéroult par exemple, il écrit « Descartes sans l'ordre des raisons », pour l'essentiel, son livre est une explication soutenue et suivie des méditations. Il va chercher d'autres choses dans le corpus, mais il fait un travail sur l'œuvre. Donc on ne peut pas non plus reprocher à Guéroult de chômer l'étude des textes, comme dit Marion quelque part. Il travaille au plus près un texte de méditation. Et en particulier, il va chercher dans les régulés l'amorce, et dans le discours de la méthode, le discours de la méthode au sens critique du terme, qui permet de constituer, de construire le propos et le parcours des méditations. Il y a donc un accent aussi mis sur la méthode, c'est pas seulement le système. Chaque philosophe a son propre discours de la méthode, c'est quasiment un postulat guéroultien. Et donc il faut travailler à le dégager. Bon, dans le cas de Descartes, on ira en particulier le prélever sur les régulés, sachant que bien sûr l'origine de cette méthode est aussi dans la révolution que Descartes a fait subir aux mathématiques de son temps. Alors, si on arrive pour chaque philosophe à dégager le discours de la méthode, mais en ayant une conception plus large et plus compréhensive de cette méthode, quelque part, une fois dans un colloque, Antonia Soulez a déclaré qu'on pouvait considérer que le style, c'était, comment est-ce qu'elle a dit,
elle associe systématiquement dans une formule qui ne me revient pas là, mais que je cite dans le livre quelque part. On doit pouvoir finalement dégager une manière d'argumenter, de définir, de prouver, d'enchaîner, qui est propre à chaque philosophe, mais ça, il faut le faire au cas par cas. Il faut le faire au cas par cas. Et c'est compliqué parce que je ne parviens pour l'instant, moi, à le faire que dans le cadre d'une œuvre déterminée. Par exemple, je veux bien essayer de dégager ce que c'est que la manière propre à Hume de raisonner en m'attaquant à un texte comme l'Enquête. Bon, il se trouve que ça n'est pas le cas dans le livre où j'ai préféré travailler sur les dialogues, mais j'avais été amené à travailler sur l'Enquête. Et philosophe par philosophe et un peu œuvre par œuvre, on commence à avoir une idée de ce qui singularise chacune de ces manières de philosopher. Alors à partir de là, quand on a multiplié les exemples, on commence à avoir une petite idée de ce qu'il pouvait y avoir effectivement de très commun. Alors ça, je le dégagerai un peu plus nettement, je l'espère, dans le deuxième tome, mais pour donner une première indication, parce que je l'esquisse déjà dans ce premier volume, ce qui me semble frappant chez tous ces philosophes, c'est qu'ils essayent d'élaborer ce que j'appelle une logique non formelle. Et de fait, bon, je ne vais pas raconter complètement ma vie, mais quand j'avais déposé un mémoire de maîtrise, quand j'étais à l'ENS de Saint-Cloud, ce mémoire portait sur l'idée d'une logique non formelle. Et c'est un objet qui était un peu au-dessus de mes forces. Hein. J'avais dû me rabattre sur quelque chose d'un peu plus modeste, mais quelque chose qui ne m'avait jamais quitté. C'est-à-dire qu'au fond, quand on prend la logique dialectique de Hegel, la logique transcendantale de Kant, ayant été amené à travailler dans une étude qui me paraîtra dans le deuxième volume sur Éperon de Derrida, et en définissant, en dégageant ce que j'appelle chez Derrida une grammaire de l'indécidable, je me suis rendu compte que beaucoup de ces philosophes essayaient de construire une logique autre que la logique formelle, et qui souvent d'ailleurs se déploie comme une logique du tiers non exclu, c'est-à-dire qui essaye de penser quelque chose comme un type de logicité qui relève du tiers non exclu. D'ailleurs, dans le chapitre qui porte précisément sur la stylistique, et où j'analyse de près le livre de Mathilde, le style de la pensée a-t-elle un style, il se trouve qu'elle travaille sur cet aspect des choses. Elle va chercher chez Blanchot, chez Derrida, aussi un peu chez Lévinas, chez Lyotard, tous ces éléments dans lesquels on essayait de penser différemment le statut de la contradiction. Donc dans la dernière partie de son travail, qui est assez audacieux, assez remarquable, elle essaye de chercher effectivement comment ces philosophes des années 60 ont essayé d'explorer les voies d'une pensée de la contradiction, où la contradiction serait assumée, serait jouée, sans être barrée, si je puis dire, par les critères très contraignants de la logique formelle. C'est assez. Alors du même coup, ça pose un problème par rapport aux philosophes analytiques, ou du moins à la partie des philosophes analytiques qui ne jurent que par la logique formelle. D'ailleurs, pour raconter une anecdote, quand j'avais écrit mon article sur Rousseau, celui qui constitue le dernier chapitre de ce volume, je l'avais envoyé à Pascal Angèle, qui m'avait répondu un mail très aimable en me disant qu'il avait trouvé cet article tout à fait intéressant, original, ingénieux, mais que lui, personnellement, il avait beaucoup de mal avec Rousseau parce que, me dit-il, c'est plein d'antimèmes. Donc, il m'avouait qu'il avait du mal à lire Rousseau parce que les fautes de logique lui paraissaient trop évidentes, en quelque sorte. Or, j'essayais, moi, dans l'article, de montrer comment ce qui travaille l'écriture de Rousseau, c'est un autre type de logique, d'une certaine façon. J'essaie de montrer que la rhétorique rousseauiste fonctionne à sa façon comme une logique, mais comme une autre logique. Donc, alors cette idée, je serai amené à y revenir dans le deuxième volume parce que j'essaierai de cerner, j'ai consacré un ultime article à l'idée de grammaire logique. Je reviens sur Husserl et je vais retravailler la notion de grammaire logique à partir de Husserl pour essayer de la redéployer sur une optique un peu différente. Et voilà, c'est dans cet horizon-là que ces différents travaux se situeraient. Mais en même temps, il ne faut pas brûler les étapes. Je pense qu'il faut quand même rester modeste et au plus près des textes. Et je ne vais pas sortir de mon chapeau cette espèce de théorie générale de tous les styles philosophiques possibles. Je ne l'ai même pas quelque part dans un coin apparaître sous forme d'un livre posthume. Alors la deuxième question sur herméneutique et interprétation d'explication, je vais essayer d'être rapide parce qu'on n'a pas peut-être suffisamment de temps.
je m'en explique, je pense, dans le chapitre, en ayant une discussion assez sinueuse et assez nuancée, si vous voulez. Je ne rejette pas le paradigme herméneutique, je rejette ce que j'appelle la vulgate herméneutique, que je prends le temps de reconstruire. Alors c'est un peu Gadamer qui en fait les frais. C'est en partie un peu Ricoeur, parce que je montre que même dans Qu'est-ce qu'un texte, qui est un article qui m'a beaucoup apporté, Ricoeur va trop vite, il enjambe trop vite le texte, et surtout de façon très curieuse, Ricoeur ne fait pas la théorie de son propre travail d'explication et de commentaire des textes philosophiques. Quand il réfléchit sur qu'est-ce qu'un texte, ou quand il réfléchit sur l'herméneutique textuelle, ce qui peut tenir lieu d'une herméneutique textuelle, il ne prend quasiment jamais l'exemple, ou très rarement l'exemple des textes philosophiques. C'est très curieux, c'est un passe. Alors, oui, je prends plutôt le parti de l'herméneutique critique que représentent Bollack, Zondi, et puis Thouars et Berner, et je dis, bon, si vous voulez continuer à appeler ça herméneutique, très bien, j'ai pas d'objection, hein, à condition de rompre avec un usage emphatique et peu critique des concepts d'interprétation et de compréhension, qui sont des concepts, à mon avis, trop lâches, trop amples, et voilà pourquoi je joue l'explication contre l'interprétation. Mais Frédéric Kossuth lui-même a écrit un article tout à fait intéressant sur le rapport entre interprétation et explication. Et bien évidemment, on peut, de façon sobre, considérer qu'il reste une dimension d'allocation de sens quand on veut lire un texte, de présomption de sens. Un certain nombre des règles de l'herméneutique, qui sont d'ailleurs définies de façon beaucoup plus stricte par le courant de l'herméneutique critique, qui se caractérise, je le précise tout de même aussi, surtout par un retour à Schleiermacher. Et donc, en deçà, par-delà Gadamer, il faut revenir à Schleiermacher pour effectivement se tenir au plus près d'un travail d'explication. D'ailleurs, Schleiermacher lui-même conçoit ça comme un travail, certes d'interprétation, mais qui va devoir mettre l'accent très fortement sur les aspects grammaticaux, que comment dire, Gadamer a tendance à traiter vraiment de très haut et de très loin. Voilà, il faudrait pousser plus loin la réponse, mais je pense que je donne des éléments assez précis dans le chapitre à ce sujet. La troisième question, c'est quelle part accorder à ce qui est poétique, stylistique, et le troisième terme m'échappe, l'argumentation. Alors, il y a effectivement un certain flottement peut-être dans l'utilisation que je fais de ces termes. Tantôt, je mets l'accent plutôt sur la dimension poétique, tantôt sur l'aspect stylistique, parce que j'insiste sur l'aspect comparatif et différentiel, hein, tantôt sur l'aspect plus proprement argumentatif, mais ces trois choses, à mes yeux, vont de concert. Je ne les séparerai pas comme avec un sens de l'acribie assez poussé, tu as proposé de le faire. Bon, je vais prendre l'exemple pour le faire comprendre. Lorsque je travaille sur le texte de Bergson, Le possible et le réel, que je repère dès la première ligne une expression qui me paraît tout à fait singulière, il y a dans l'univers une création continue d'imprévisibles nouveautés. Bon, c'est un texte que nous avions travaillé ensemble dans le cadre du Grad-Phi. J'avais immédiatement mis la main sur cette expression en disant, moi, elle m'intéresse, me paraît très étrange, très originale. Qu'est-ce que c'est que quel est le statut de cette expression ? Il y a 4 concepts, 2 qui sont portés par 2 adjectifs, 2 qui sont portés par le substantif. Il y a une espèce de construction chiasmée. C'est quoi ? Bon, j'ai appelé ça une formule. Et j'ai essayé de montrer comment cette formule a un caractère matriciel. C'est elle qui commande le déploiement du texte. Donc c'est à la fois, si je puis dire, une observation stylistico-grammaticale, hein, c'est quelque chose qui produit l'engendrement du texte, parce qu'au fond, Bergson ne va faire que déployer les implications de cette formule, qu'il faut donc prendre presque aussi au sens d'une formule mathématique, hein, qui condense quelque chose qu'on va développer, déployer, dont on va développer toutes les implications, et du même coup, ça a une puissance argumentative, hein, puisque comme il va peu à peu clarifier les rapports exacts qu'il y a entre les 4 termes en question 2 à 2, ou quelquefois 3 à 3, hein. Donc je m'amuse à formaliser la formule, je l'appelle CIN, création de nouveauté, puis je montre par moments c'est CIN, puis à un moment c'est CN qui poursuit le travail du texte. Donc c'est vraiment le travail du texte, mais c'est ce déploiement qui finit par avoir aussi
une certaine puissance argumentative. Merci beaucoup Alain pour déjà tous ces éclaircissements sur le livre. Alors évidemment, de mon point de vue donc de stylisticienne, ce qui m'intéresse en particulier, le livre étant intitulé Le style des philosophes, sans trop de mystère, eh bien en fait, d'emblée, pose la question de la transdisciplinarité de ton approche. Alors tout à l'heure tu as dit, je crois, pluridisciplinarité, on dit parfois interdisciplinarité. Je crois que là, on n'essaiera pas de tracer de ligne de partage entre ces différents éléments. En fait, l'idée c'est quand même que plusieurs disciplines sont engagées dans ta démarche. Et en fait, c'est sur cette question que je voudrais vraiment revenir ici et dont je voudrais te faire parler. En partant bien sûr de mon point de vue, et ce qui me semble intéressant, c'est que justement, nos deux points de vue finalement, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai aussi écrit un livre sur le style de la pensée, enfin moi pour le coup sur un ensemble de philosophes beaucoup plus restreint que tu ne le fais là, puisque tu l'as dit, toi tu réfléchis depuis Platon jusqu'à dans ce livre, Bergson, en passant par Lévinas, en passant par Rousseau, par Hume, enfin le champ est vraiment très large, mais en fait ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, malgré tout, j'ai l'impression qu'on est sur une crête qui articule stylistique et philosophie, mais qu'on est quand même à des endroits différents. Et il me semble que ça se sent aussi dans ton texte, parce que c'est la question même qui est posée par la transdisciplinarité, à savoir, on essaie toujours d'être au-dessus. Tu as parlé tout à l'heure de méta-philosophie. Eh bien, en fait, on est toujours malgré tout à l'intérieur de nos disciplines. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, parce que on ne peut pas faire... c'est impossible, je crois, de sortir complètement à l'extérieur de nos disciplines. Alors, je commencerai en fait les deux entrées que je souhaitais proposer. La première, il me semble qu'elle a déjà été évoquée par Philippe Sabot, et que finalement, cette question de la stylistique critique que tu proposes, tu poses la question de ce lieu où tu es, finalement, avec l'état de l'art que tu proposes, de l'ensemble des disciplines qui ont pu travailler sur le texte philosophique, les manquements, les limites de chacune. Et donc, tu mets en valeur le fait que les stylisticiens s'arrêtent au seuil de la question philosophique, finalement, et ne prennent pas en compte la spécificité du texte philosophique, et que de leur côté, les philosophes, de diverses manières, que tu précises, peinent à envisager ce style de la pensée. Et donc, on arrive à ce constat à la page 169. Aucune de ces entreprises ne parvient à poser le problème dans sa généralité et dans sa spécificité. Dans sa généralité, aucune n'entreprend de poser le problème d'une approche stylistique des textes philosophiques en ayant en vue tout le corpus de l'histoire de la philosophie, ou du moins en ne procédant pas à des sélections indues. Et dans sa spécificité, aucune n'accepte de relever le défi d'une analyse stylistique se prolongeant jusque sur le plan de la conceptualisation. Alors là, ce que je trouve intéressant... J'aurais dû faire une réserve te concernant, parce que tu effectues tout. Ah oui, mais non, mais tu l'as fait. D'ailleurs, je t'en remercie, il y a une petite note qui m'expecte du sang, et c'était vraiment très gentil de ta part. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant là, c'est qu'il me semble que dans la façon dont tu poses le problème, et c'est d'ailleurs la question que vous avez posée, Philippe, en fait, il me semble que c'est une façon déjà philosophique de poser la question, parce que j'ai l'impression qu'un projet de stylisticien n'aurait pas cette ambition-là, n'aurait pas l'ambition d'essayer justement de couvrir l'ensemble en fait du corpus, bien que tu aies montré là à l'instant, tu viens de le formuler, le fait que tu ne vas pas essayer une sorte de, de poser une sorte de stylématique ou de caractérisation d'ensemble du style de la philosophie, ce n'est pas ton but, et tu montres justement que tu passes par, par une démarche déductive en fait finalement, et par une démarche d'abord analytique pour aboutir à une généralisation. Mais j'ai trouvé qu'il était quand même intéressant ici de voir que la façon même de poser la question était déjà engagée dans une perspective disciplinaire qui est déjà celle de la philosophie malgré tout. Alors là, je voulais déboucher sur une question, mais à laquelle tu répondras quand même, il me semble, parce qu'elle sera peut-être aussi posée, d'autant que la stylistique critique que tu proposes est une stylistique qui, elle aussi, part de l'analyse et suppose en fait, suppose qu'elle ne commence pas par une sorte de visée générale, de généralisation. Mais ce geste de généralisation, c'est vrai qu'on se demande comment il peut être mis en œuvre, compte tenu de l'ampleur en fait de l'entreprise. Et puis on peut se demander du coup quelle est la stylistique qui s'en trouve conditionnée. Alors je passe à ma deuxième question parce qu'il me semble que tu as déjà quand même partiellement répondu à celle-ci. Mais tu pourras bien sûr davantage, si tu le souhaites, poser, il me semble quand même peut-être des jalons sur cette stylistique critique que tu évoques à plusieurs reprises et que tu évoques quand même assez précisément.
Et puis ma deuxième question, elle porte sur un autre point, cette fois-ci plus rhétorique, qui m'a vraiment intéressée aussi, parce que je trouvais que c'était un geste qui était assez paradoxal dans ta façon, d'un point de vue théorique en fait ici, c'est que tu t'intéresses, alors c'est il me semble dans la dernière partie de ces 6 chapitres théoriques du départ, tu t'intéresses aux figures de pensée. Donc tu manifestes beaucoup d'intérêt, il y a tout un chapitre sur cette question des figures de pensée. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est un point de vue qui paraît presque anachronique, mais tu le mentionnes toi-même ici, puisque c'est une catégorie qui a quand même été plus ou moins évincée de la rhétorique, évincée de la stylistique et de la rhétorique interne à la stylistique. Et d'ailleurs, tu montres ça de manière tout à fait précise, la façon dont les différentes théories, finalement, la façon dont a été évincée cette catégorie de figures de pensée. En t'arrêtant sur la conception notamment de Daniel Forger, et puis tu reviens à la rhétorique à Irénius pour revenir, pour poser plus précisément les caractéristiques de cette catégorie. Alors, catégorie éminemment problématique, évidemment, pour différentes raisons, pour ses limites, pour la façon dont on peut la saisir, il me semble, ce qui peut justifier d'ailleurs sa disparition. Bon, je pense qu'en fait, on peut peut-être le résumer, cette disparition, résumer ses raisons dans la mesure où cette distinction entre figure de pensée et figure de mots, en fait, cette dichotomie, bien sûr, elle est très difficile ensuite à assumer, d'autant plus dans une rhétorique ou une stylistique qui s'est refondée sur une linguistique moderne, laquelle demeure en fait dans une considération de la langue comme la seule, qui refuse en fait la distinction entre pensée et langage, puisque donc je pense qu'en fait la façon dont finalement cette notion a été périmée, elle vient de là en fait, elle vient déjà de cette refonte en fait de la rhétorique et de la stylistique à partir de la linguistique moderne, ce que tu as rappelé tout à l'heure. Donc c'est une dichotomie qui devient intenable évidemment, mais tu mets en valeur, alors il me semble que c'est ça, tu fais de cette disparition d'abord un symptôme, tu mets en valeur le fait que cette disparition elle est liée à la poétisation de la rhétorique, le fait que la rhétorique elle va s'intéresser à des corpus qui vont être poétiques, qui vont être et puis littéraires, et puis donc il me semble que tu fais de cette disparition un symptôme en disant qu'elle est le symptôme de la déliaison croissante entre rhétorique et philosophie. Et par ailleurs, en fait, tu en proposes quand même une réévaluation, une réhabilitation, en l'associant, puisque tu proposes de l'associer à une doctrine plus générale qui est celle du schématisme. Et donc là, on tombe sur une deuxième notion, donc qui est évidemment très intéressante, que tu as déjà évoquée là, et qui est, il me semble, un fil rouge de ce livre, et dont tu annonces qu'elle, tu l'as dit aussi tout à l'heure, elle sera développée dans ton livre suivant, cette notion de schème, qui est présentée aussi dans le chapitre sur l'analyse du discours, à plusieurs moments, et qu'on retrouve jusqu'à la fin de ton livre, dans le dernier chapitre, qui est une sorte de tiers élément entre la métaphore et le concept. Alors, ce que j'aurais aimé que tu fasses ici, peut-être, c'est d'annoncer peut-être comment tu penses cette articulation entre métaphore, concept et schème, ou comment tu penses l'articulation plus directement par rapport à la figure de pensée entre schème et figure de pensée. Ou alors, peut-être plus directement, comment expliquer l'intérêt de la réinstauration de cette figure de pensée, comment penses-tu l'utiliser, la mobiliser peut-être pour rendre compte d'un ensemble peut-être d'éléments liés à cette question du schème ou de la schématisation, même d'un point de vue pratique. Voilà, est-ce que tu pourrais peut-être préciser un petit peu ces éléments ? Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ces questions dans le temps qui nous reste, parce qu'elles sont extrêmement amples, donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Concernant la première batterie de questions que tu as posées, je tiens à répéter que j'essaie de prendre une vue métaphilosophique sur les philosophies, mais en même temps, je ne dis pas que c'est une philosophie de toutes les philosophies. C'est-à-dire que je ne partage pas l'idée selon laquelle tout discours, par exemple, stylistique, emporterait avec soi une philosophie, une espèce de circularité en quelque sorte, qui fait qu'il y aurait toujours une philosophie plus ou moins présupposée. Lorsque, par exemple, je dis, je reproche aux gens qui ont travaillé, qui ont essayé d'appliquer, de faire une approche stylistique d'un certain nombre de textes philosophiques, et que je leur dis qu'ils ne prennent pas suffisamment en charge la totalité du corpus. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, par exemple,
on va privilégier les textes philosophiques qui ont une facture littéraire manifeste. Bon. Et je me rappelle qu'une fois, je l'évoque d'ailleurs dans le livre, une fois lors d'un colloque qui avait eu lieu à Lille, François Rastier m'avait fait comprendre que pour lui, la question de savoir ce qui distinguait un texte littéraire et un texte philosophique n'avait strictement aucun sens. Il ne se demandait pas, quand il travaillait sur un texte, s'il était philosophique ou littéraire. Et donc, comme j'avais concentré mon intervention sur ce qui pouvait permettre de distinguer texte philosophique et texte littéraire, j'étais très aimablement renvoyé dans les cordes. Bon, il reste que je ne crois pas que François Rastier ait travaillé sur l'éthique de Spinoza, ou sur le Parménide de Platon, ou sur la grande logique de Hegel. Bon, et la plupart des textes que j'ai à peu près pris la peine de lire, la plupart des choses qui en langue française ont été consacrées à l'étude de ce qu'on pourrait appeler le style des philosophes, il s'agit toujours de philosophes, ils sont certes nombreux, hein, ils sont même majoritaires, hein, dont l'œuvre a une facture littéraire, hein, mais on vient quand même buter sur la question que tu es l'une des rares à aborder, qui est de savoir si on peut porter l'analyse stylistique jusque sur le plan du concept. Hein. C'est-à-dire s'il y a vraiment des styles de conceptualisation. Or, de ce point de vue, le grand absent d'ailleurs des références de tous ces gens-là, c'est Granger. Rarement, je trouve une allusion à Granger. Or, Granger a quand même construit celui du style, hein, où il se permet de comparer de façon extrêmement intéressante le style mathématique de Descartes et le style mathématique de Desargues. Ce qui est extrêmement intéressant pour nous philosophes, parce que s'il y en a un qui a bien travaillé, lu Desargues et qui d'une certaine façon en est l'héritier, c'est Pascal. Hein, Pascal, géométrie projective. Donc c'est extrêmement intéressant de reprendre la comparaison d'un style cartésien, d'un style pascalien, jusqu'à dans les modes d'argumentation, dans les images, dans les modèles, qui sont mobilisés, y compris dans certaines formes rhétoriques qui sont mobilisées. Hein, j'ai malheureusement pas pu consacrer une étude assez fouillée à Pascal, ce qui est paradoxal, puisque j'avais un peu commencé par là, mais mon idée, c'était d'essayer de voir s'il y avait un rapport entre certaines formes de raisonnement mathématique chez Pascal et certaines formes de raisonnement, on va dire, rhétorique. Hein. Il y a des ponts entre. Hein. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas évidemment couvrir tout le champ. Et je ne prétends pas, moi, couvrir tout le champ. Mais au moins s'assurer, et c'est ce qui me gêne d'ailleurs un peu dans ce premier volume, c'est pour ça que ça m'embêtait de le couper en deux, c'est que les études que je consacre à Kant et à Hegel, qui sont quand même un petit peu plus lourds au plan philosophique, un peu plus spéculativement plus puissants, si je puis dire, ou en tout cas moins facile à aborder pour quelqu'un qui n'a pas une formation en philosophie. Hein. Ces études, elles figureront dans le deuxième volume. Voilà ce que je peux répondre à la première question. Essayer de couvrir, vérifier un peu partout dans le champ que ce qu'on dit n'est pas dépendant du choix d'un corpus trop restreint. Hein. Et puis pour le reste, c'est la réponse que j'ai faite à Philippe, essayer de voir si ces différents styles de pensée, d'argumentation, font signe vers des questions, hein, ou des formes de logicité qui ne pourront pas être regroupées. On ne pourra pas faire une nouvelle grande logique. Hein. Ce serait là produire pour le coup une nouvelle philosophie. Mais mettre l'accent sur le fait que toutes ces philosophies ont exploré à leur façon, éprouvé le besoin de dépasser le cadre de la seule logique formelle, y compris d'ailleurs de produire des théories du concept qui soient plus puissantes, ou en tout cas différentes de celles que on convoque souvent dans une filiation aristotélicienne. Voilà. La deuxième question qui est redoutable, c'est les figures de pensée. Oui, j'ai choisi cette entrée dans la question de la rhétorique. Je voulais faire un chapitre sur la rhétorique. Alors là, si tu veux, c'est une histoire un peu singulière. C'est que ma conviction, c'est que le déni de la rhétorique chez les philosophes et dans la tradition philosophique est fâcheux. On ne peut pas lire les auteurs, en particulier les classiques, hein, si on n'est pas sensible à un certain nombre de formes, de figures, de formes d'argumentation et de raisonnement qui supposent une tradition rhétorique extrêmement puissante, qui s'est ensuite un peu défaite au XIXe siècle, mais qui reste très prégnante hein, au XVIIe et au XVIIIe. Il suffit de lire Pascal et Rousseau pour être fasciné par le jeu des chiasmes, des parallélismes. Et en travaillant justement sur ces figures, inversion, parallélisme, chiasme, je me suis dit, elles jouent un rôle inducteur pour la pensée. Ce ne sont pas seulement des ornements, comme on le dit dans la rhétorique classique, ce ne sont pas seulement des formes d'expression, ce sont vraiment des figures pensantes. Donc j'ai appelé ça figure de pensée. Et puis, en discutant dans le cas du Grad Phi,
Bruno Clément m'a un jour fait remarquer que figure de pensée, c'était un concept très technique dans la tradition rhétorique. Alors, moi, je l'avais un petit peu trouvé chez Joël Gartamine, chez Canet, chez Alain Canet, mais je m'étais jamais expliqué vraiment avec la question. Donc, je me suis dit, prenons-la au sérieux et allons voir. Donc, et là, tu l'as évoqué, je me suis rendu compte qu'effectivement, cette distinction était considérée comme obsolète. Et Bruno m'avait dit, retourne au moins voir chez Fontanier, mais même Fontanier considère que ces distinctions ne peut pas vraiment, il la conserve faute de mieux, mais son traité n'est pas construit sur cette distinction, sur trope, figure, non trope, sa distinction. Voilà. Alors, ce qui m'intéressait moi, c'est de savoir s'il y avait moyen de réhabiliter ce concept. C'est un peu audacieux et un peu peut-être un peu aventuré, mais je me suis dit, on doit pouvoir quand même reprendre quelque chose, arriver à montrer que certaines figures rhétoriques qui sont plutôt des figures dites de construction, des figures syntaxiques. On dit quelquefois aussi des figures de disposition, c'est la formule que prend Alain Canet, des figures de distribution aussi. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le parallélisme, le chiasme, l'antithèse. Alors l'antithèse, c'est intéressant, parce que dans la rhétorique Arrhenius, parce que j'ai éprouvé le besoin de remonter jusque chez les latins. Et j'ai enjambé Cicéron et je suis allé chercher un texte qui semble un peu légèrement antérieur et où serait la première apparition de ces distinctions, figure de mots, figure de pensée. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que cette rhétorique-là est très différente de la rhétorique restreinte dont parle Genette ou de la rhétorique figuriste dont parle quelqu'un que je cite, dont le nom ne me revient pas. Une rhétorique centrée sur les tropes, au fond. Une rhétorique très marquée aussi par une théorie des figures très marquée par la poétique de Jacobson. Et je me suis dit, mais il y a un problème, c'est-à-dire qu'au fond, on a l'impression qu'en rhétorique, la seule figure, c'est la métaphore. La métaphore a fini par tout englober, tout recouvrir. Ricoeur écrit un livre, La métaphore vive. Bon. Comme si, au fond, métaphore était devenue un synonyme de figure de rhétorique. Alors que ça n'est qu'une figure de rhétorique très particulière, ça n'est qu'un trope parmi d'autres, et qu'en plus, il y a des figures qui ne sont pas des tropes. Chiasme, parallélisme, inversion, et ces figures, elles affleurent constamment dans énormément de textes philosophiques, et elles ont un caractère pensant, elles ont presque un caractère, dans certains cas, rhétorico-logique. Bon, je termine là-dessus, mais quand je prends le petit texte de Pascal, justice, force, il est juste que si ce soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi, et puis qui se termine par ne pouvant faire que ce qui est fort, ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. Bon. Si on analyse ce texte, il fonctionne comme une quasi petite démonstration. Il a en même temps une structure narrative. C'est un argument aux deux sens du terme. L'argument sont arguments d'une petite scène et un argument qui a une force logique. Il utilise constamment des parallélismes, puis il se pose la question de savoir, comme deux parallèles ne se rencontrent pas, et néanmoins, si on veut fonder un ordre véritable, il faut trouver une intersection. Comment mettre ensemble la force et la vie. Et là, tu vois en quoi il y a des schèmes. C'est-à-dire qu'il y a bien une sorte de topologie qui soutient le raisonnement. Deux ordres qui sont disjoints, qui sont parallèles, entre lesquels il faut arriver à penser une intersection ou en tout cas une rencontre, les mettre ensemble. Et puis il y a deux vecteurs possibles. Soit ça va de la justice vers la force et c'est la force qui serait juste. Soit on va de la force de la justice, mais là c'est plus compliqué. Comment est-ce que la force peut être juste? La solution, c'est Hobbes. C'est le plus fort qui dit ce qui est juste. Bon. Mais on voit bien qu'ici, il y a des schèmes topologiques sous-jacents au raisonnement et qui ne peuvent être déployés. On pourrait faire un graphe. On pourrait faire un graphe du raisonnement de Pascal. Hein, mais finalement, ce sont les formes rhétoriques qui sont l'équivalent de ce graphe et qui font que quand nous lisons nous enchaînons ces figures que sont parallélisme, chiasme, inversion, nous avons en tête cette topologie. Bon, j'essaye de faire une démonstration analogue sur le texte de Rousseau, où je montre que c'est pas la réfutation de Hobbes par Rousseau dans le second discours, où je montre que c'est pas par hasard s'il termine sur une formule de Justinien, parce que le latin, comme l'avait remarqué d'ailleurs Pierre-Alain Canet, le latin qui utilise beaucoup plus les figures de disposition, qui peut beaucoup plus en jouer que le français, paraît à Rousseau parfaitement rendre compte du jeu d'inversion qu'il n'a pas cessé de faire dans sa réfutation de Hobbes. Alors il faut aller lire le détail de l'analyse, je ne peux pas le restituer ici, mais je m'amuse à montrer que non seulement Rousseau est géomètre, comme Platon l'exigeait, mais en plus il est musicien, c'est-à-dire qu'il a fini par
à 30 lignes, c'est ce qui est phénoménal. Je vous invite à lire mon article, pas pour moi, mais pour Rousseau. Ce qui est phénoménal, c'est que vous avez des choses qui ont été mises en place 30 lignes avant, une structure chiasmée, qui court sur un texte qui court sur 30 lignes, et qui trouve sa formule résolutive 30 lignes plus loin. On se demande d'ailleurs, on se dit que les lecteurs devaient avoir une formation à la rhétorique classique que nous avons sans doute perdue, pour arriver à suivre ce fil d'argumentation, hein, et comprendre en quoi consiste la réfutation implacable de Rousseau. Donc voilà, je pense que y a des schèmes, au moins topologiques derrière ça, et oui, je pense que c'est ce qui permet de trouver un pont entre, alors la métaphore, c'est vite dit, entre les figures d'un côté et le concept. Parce que je pense qu'il n'y a pas une disjonction absolue entre figure et concept. Alors là aussi, j'y reviendrai dans le deuxième volume, mais c'était l'objet d'un article qui a déjà été publié sur l'analyse, l'application de l'analyse du discours au concept dans un livre dirigé par Frick Cossutta, qui sera sans doute un jour republié dans la collection Le discours philosophique, ici même. Voilà, peut-être que on peut poursuivre librement si vous avez quelques questions. Bon, c'est une question à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre, étant quand même pas assez au fait. Bon, j'ai travaillé un peu quelques textes littéraires à l'occasion, un petit peu dans le même sens que les travaux que fait Philippe ou que fait Pierre Macheret, cherchant ce qu'il y a de philosophique dans le littéraire pour aller vite. Hein. Je me rappelle, j'avais consacré il y a très longtemps un cours à essayer de dégager méthodiquement la conception du temps, qui est celle de Proust, dans la recherche, en m'appuyant en particulier sur les travaux de Georges Poulet et aussi en revenant vers Jean Santeuil. Donc je ne nie pas de ce point de vue qu'il puisse y avoir intérêt à aller chercher des choses qui ont une portée, une signification philosophique, et même qui sont l'objet d'une véritable élaboration. C'est-à-dire que la conception du temps que déploie Proust dans la recherche est une conception relativement thématisée. Simplement, ça reste quand même pris dans une structure qui est globalement narrative, hein, la thématisation, elle est insérée. De la même façon qu'il y a de la fiction qui peut être insérée dans le texte philosophique, il peut y avoir des réflexions qui sont insérées dans le texte littéraire. Quand on lit de Roussel, par exemple, comme l'a fait Foucault, on s'aperçoit que la différence des régimes textuels n'est pas toujours aussi évidente. Hein. On peut aussi, d'ailleurs, mimer du discours philosophique, hein, dans le champ de la littérature. Donc ça ne répond pas à votre question. Qu'est-ce qui distingue les deux types de textes? Je pense que tout de même le texte philosophique reste un texte qui est globalement argumentatif, qui comporte aussi peut-être des dimensions, qui comporte aussi des dimensions que qualifierait de méta-argumentatives. Par exemple, dans un texte comme les dialogues sur la géométrie naturelle de Hume, auquel je consacre une analyse assez soutenue, après tout, les dialogues de Hume, c'est une très belle fiction. Hein. Le dialogue se déploie lui-même comme une fiction. Elle est engagée par une lettre initiale, hein, de quelqu'un qui écrit à un de ses amis et qui lui « tu me l'as demandé, je vais te dire un petit peu ce qu'a été les dialogues qui ont eu lieu », qui se trouvait d'ailleurs concerner son éducation, il s'appelle Pamphile, du coup j'ai appelé le chapitre « L'éducation de Pamphile », et j'avais mis dans la publication initiale comme sous-titre « Le théâtre de la raison sceptique ». Donc effectivement, on a une forme dialoguée, une forme quasiment théâtrale, avec un coup de théâtre à un moment, puisqu'un des trois protagonistes s'appelle Déméa, claque la porte quand il s'aperçoit qu'il s'est fait manipuler par Philon. Donc on a effectivement une forme littéraire. Hein. Simplement, ces dialogues sont l'occasion de confronter des argumentations. Hein. À propos d'un objet, alors un objet qui ne cesse de bouger, parce que c'est la logique. Hume a une conception très fine de ce qu'est le régime de la conversation. Il sait très bien qu'une conversation renégocie constamment l'objet et le déplace.
Et donc apparemment, l'objet initial, qui est l'éducation religieuse qu'on doit donner à un jeune homme qui s'appelle Pamphile, passe à l'arrière-plan pour que vienne au premier plan des débats autour de la religion naturelle et voire autour du scepticisme. Puis finalement, elle reviendra, plus exactement, je pense que si elle ne revient pas tout à fait à la fin, son éducation, c'est quand même elle qui donne la clé de la compréhension du dialogue, ce que j'essaie de montrer en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dialogue ici, qui est une forme littéraire, il est réemployé à des fins proprement philosophiques, au sens où le dialogue est pour Hume le moyen non seulement de confronter des arguments, c'est-à-dire de faire qu'on argumente et on contre-argumente, donc de se réfuter, mais aussi d'interroger les modes d'argumentation de l'interlocuteur ou de l'adversaire, et de lui dire on n'a pas le droit d'utiliser ce genre d'argument. C'est-à-dire on commente, on n'oppose pas argument, on commente le régime de validité des arguments qui sont confrontés. Et même on va à un moment commenter la façon dont la discussion se mène. Il n'est pas admissible que vous me répondiez de cette façon-là, même si c'est très courtois. Hein. Ben, ce n'est pas comme ça qu'on doit mener une discussion. Vous voyez, donc il y a des aspects méta-argumentatifs qui sont constamment tissés dans le dialogue, et on montrerait la même chose dans certains dialogues de Platon, qui ne seraient pas, sauf, vous pourriez me produire éventuellement un contre-exemple littéraire, hein, je suis tout à fait ouvert à ce genre de choses, mais ça me semble être le signe du fait que le philosophe exploite les ressources de la forme dialogue, hein, en ayant en vue ce que Francis Jacques appellerait précisément une forme de dialogisme, c'est-à-dire une façon de rompre avec le monologisme qu'à tort ou à raison, dont à tort ou à raison on crédite le discours philosophique classique. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, un élément de réponse peut-être. Alors, cette dimension-là, j'espère pouvoir m'y arrêter dans le deuxième volume où, en réfléchissant sur la question du schématisme, je m'explique un petit peu avec Jean-François Bordron. Je m'explique un petit peu avec Jean-François Bordron. Malheureusement, ça n'a pas paru dans le premier volume, mais c'est un petit peu prévu. Sinon, sur le spéculatif, alors là, dans ce volume-là, il y a un chapitre consacré à un paragraphe de Parle de le bien et le mal de Nietzsche, où je montre qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce que j'appelle une imagination spéculative. Et là, de ce point de vue, on se rejoint tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, toi, tu parles d'image, je parle plutôt de schème, mais il est clair que dans certains cas, effectivement, on peut parler d'image. On peut parler d'image. Enfin, voilà. Simplement, il y a dans le schème un petit coefficient d'abstraction qui fait que peut-être j'y vois plus facilement une médiation entre la figure et le concept, mais de toute façon, c'est une question que je dois encore travailler pour le deuxième volume. Le deuxième volume est presque prêt, hormis la partie que je dois encore finir d'élaborer sur le schématisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup.